ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu improvisée, un petit peu préparée, qui me trottait dans la tête depuis un moment, parce que j'aimerais en fait vous parler de deux trends qui sont passés sur Instagram il y a quelques mois, qui s'appelaient la propagande qui marche sur moi et la propagande qui ne marche pas sur moi. Pour vous repréciser, une trend, c'est une tendance, donc c'est un type de post qui est repris de compte en compte et qui devient viral et qui finit par faire le tour d'Instagram a priori ici. Ça venait peut-être de TikTok, je sais pas exactement. Mais en général, quand il y a une trend, ça peut être tellement repris qu'on ne sait plus d'où c'est parti. Mais je trouve que c'est sympa aussi parce que ça peut être des choses qui sont assez ludiques ou qui vont être des choses pour discuter, des choses qui vont amener de la discussion avec l'audience. D'autres avantages des trends seraient de créer du contenu sans trop réfléchir, parce qu'on a une trame en fait, de participer à quelque chose de collectif, mais après si la trend elle est très très virale, le contenu peut facilement être noyé dans la masse, et au final les gens vont avoir une petite tendance peut-être aussi à se répéter les uns les autres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mêmes choses qui se reproduisent de compte à compte, donc ça peut assez vite saouler. Pour la petite histoire, moi je me fiche vraiment d'avoir plein d'abonnés à mes comptes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que pour le moment en fait j'ai pas spécialement envie de prendre un virage professionnel par exemple, ou j'ai pas spécialement envie d'avoir plein de services de presse ou plein de partenariats avec des auteurs ou des maisons d'édition. Donc je fais mon petit truc de mon côté, ça me va très bien. J'ai pas forcément envie non plus d'avoir plein d'engagements. Donc l'engagement c'est des interactions sur les posts, les vidéos, où le créateur va discuter avec sa communauté. Donc pour le moment je ne vends rien, ou pas grand chose. Et donc pour le moment la manière dont je le fais ça me convient parfaitement. Ça sera sans doute toujours le cas pour la ressourcerie sur YouTube et sur Instagram. J'ai deux autres comptes Insta qui seraient plus professionnels, à savoir mon compte autrice, mais je suis une autrice qui ne vend rien pour le moment encore, donc je me lance tranquillou bilou. Et il y a aussi mon compte correctrice, donc j'ai préféré séparer les activités, parce que je suis quand même pas mal active sur les réseaux et j'avais pas envie de saouler les gens. Donc chaque compte a son public à lui. Des lecteurs et des auteurs pour la ressourcerie, YouTube et Instagram. Des lecteurs à qui s'adressent mes livres pour mon compte autrice, et des auteurs ou des maisons d'édition pour mon compte correctrice. Et j'ai aussi un site web qui va avoir un peu le même effet que la chaîne YouTube, à savoir de regrouper les trois activités, comme le fait la chaîne YouTube. Mais bref. Et donc, j'ai posté il y a près d'un an deux posts sur Instagram. La propagande qui marche sur moi et la propagande qui ne marche pas sur moi. Et j'ai toujours voulu recycler, mais surtout développer ces contenus dans une vidéo longue. Parce que le contenu sur Instagram, il est plutôt bref de manière générale. Et donc là, on était sur des espèces d'affirmations un peu péremptoires qui appelaient pas forcément à être débattues, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu des petites choses, mais auxquelles j'ai pas forcément répondu d'ailleurs, parce que je suis pas très polie. Donc j'ai toujours voulu recycler ces vidéos et développer, c'est-à-dire venir dire en fait ce que je voulais dire derrière mes affirmations péremptoires. Le but sur n'importe lequel de mes comptes, c'est pas de réunir autour de moi des gens qui pensent exactement la même chose que moi, parce que ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas envie d'être sur un truc un peu d'entre-soi où tout le monde pense pareil, ça m'intéresse pas du tout. Le but est pour moi de vous dévoiler un peu la manière dont je consomme des livres, de la comparer à la vôtre, comme un petit moment de réflexion, mais pas forcément pour se rendre compte qu'on est un très mauvais consommateur et qu'on doit absolument changer notre façon de faire. Mais juste poser des mots sur un acte d'achat et ce qu'on fait de cet achat. Donc juste se poser et réfléchir un peu à la manière dont on consomme des livres. Et si on parlait de la propagande qui marche sur moi? Donc la propagande qui marche sur moi, la manière dont je l'interprète, ce sont les arguments de vente de livres qui matchent avec ma façon de faire. Donc c'est une vidéo qui va être assez personnelle et je pense que je suis... je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis un petit peu la consommatrice de livres young adulte. C'est-à-dire que je fais rien comme personne. Donc, s'il y avait George R.R. Martin sort un nouveau livre
ou n'importe quel auteur que je kiffe, que j'ai adoré, qui sort un nouveau livre, j'y vais les yeux fermés. J'y vais les yeux fermés pour Georges Martin, l'auteur du Trône de Fer, pour Neil Gaiman, malgré le scandale et les accusations d'agression S et de V, hein. J'y vais les yeux fermés pour Catherine Arden, pour Madeleine Miller, pour Christelle Dabos notamment. Pour des auteurs classiques peut-être aussi, mais Nathaniel Hawthorne, je sais que j'y retournerai aussi. Mais ça m'a donc cette propagande là que un tel sort un nouveau livre, ça va pas forcément marcher pour des rééditions. Parce que perso, je vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs éditions d'un même livre. Si j'achète une édition qui est neuve, parce que celle que j'avais à 20 ans par exemple, il y a de grandes chances que je me débarrasse de l'ancienne. Sauf si j'ai une édition de VO par exemple, que je veux lire. En général en anglais, parce que ça va être compliqué dans une autre langue, donc je peux avoir une édition de VO et une édition de VF. C'est le cas pour le Trône de Fer et pour Harry Potter. Et donc, par exemple, pour un auteur classique, la lecture de livres numériques peut me suffire. Dans le cas de Jane Austen, où j'ai vraiment un petit coup de cœur pour cette autrice, j'aurais tendance à acheter tous ses romans, ou au moins ceux qui m'ont plu, quand je les aurai tous lus. Parce que le dernier roman de Jane Austen, c'était Mansfield Park. Ça a été un bif-bof un peu. Hein. Et le troisième roman que je lisais des Sœurs Brontë, c'était Shirley de Charlotte Brontë. C'était pas ouf non plus. Autre propagande qui fonctionne avec moi. Tel auteur que j'apprécie conseille ce livre. Vous voyez, dans les bouquins qui sortent, on a souvent un bandeau rouge et moche qui est soit carrément collé dessus, soit un truc un peu de ce genre qui est imprimé, soit un bandeau qui se met et qui s'enlève. En général, je les vire parce que je trouve ça extrêmement chiant. C'est pour les ranger, c'est un peu casse-bonbon parce que ça finit par se déchirer, etc. Et puis c'est pas beau. Donc quand sur ce bandeau on dit que Stephen King, par exemple, conseille ce livre, ou Georges Martin, ou Neil Gaiman, parce que ces gens-là, ils en conseillent beaucoup, ce sont des livres que je vais avoir tendance à acheter. Pas forcément tous, mais ça m'est arrivé d'acheter un roman qui devait du début du XXe siècle, qui se passait en Angleterre. Je sais plus du tout de quoi ça causait, évidemment, je l'ai toujours pas lu, mais c'était Neil Gaiman qui le conseillait. Et j'étais dans une époque de relecture de Neverwhere, et peut-être American Gods aussi, et ça me faisait... je voulais rester, en fait, prolonger l'expérience. Du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que si ça l'inspire, pourquoi ça m'inspirerait pas moi? Parce que Neil Gaiman, c'est quelqu'un qui m'inspire, par exemple. Donc je me dis que si des auteurs qui sont des références pour moi recommandent des livres qui sont des références pour eux, ou peut-être juste qu'ils reconnaissent quelque chose dans l'écriture de cet auteur, ça peut matcher avec moi. Ensuite, on va parler des recommandations avec les mots de l'imaginaire à aimer ce livre. Donc on passe dans le moment où j'ai juste listé les propagandes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas avec moi. Donc là, on part en impro total. Donc les mots de l'imaginaire, c'est une créatrice de contenu littéraire sur Instagram, sur YouTube, et elle fait quelques lives Twitch de temps en temps aussi. J'en regarde de temps en temps, mais je vais pas beaucoup sur Twitch. Et les mots de l'imaginaire, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu de fantasy, tout ce qui se fait de classiques, contemporains, européens, américains, un peu plus exotiques, entre guillemets, un peu plus lointains. Et en général, en fait, on a des goûts qui se retrouvent. Ce qui fait que grâce à elle, j'ai découvert la trilogie de Nuit d'hiver de Catherine Arden. J'ai découvert Stéphane Plateau, que je ne connaissais pas. Qui c'est que j'ai découvert encore? Enfin, j'en ai découvert un paquet. Je pense que c'est elle qui m'a décidé à lire Le Sorceleur, mais ça ne matche pas trop avec moi. Mais tout ça pour dire que si je repère un créateur ou une créatrice de contenu avec qui je sens qu'on a des choses qui se rejoignent, comme par exemple Délivre et nous. Donc Délivre et nous, elle lit plutôt du classique et plutôt du classique et la littérature générale. Ce qui fait que c'est pas franchement ce que moi je lis, mais des fois en fait on se rejoint et j'aime beaucoup son contenu. Donc il y a quelques
pas beaucoup, très peu en fait. Il y a quelques créateurs de contenu qui vont m'inspirer et qui peuvent m'inciter à un acte d'achat. Ce qui sera pas forcément immédiat, mais ça va traîner dans ma tête pendant quelques temps, le temps que je le trouve. Alors, dans le côté bonne poire, on a l'auteur a l'air super sympa. Vrai de vrai. Si tu es auteur ou autrice, que tu es sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, donc des choses que je fréquente. Donc je vais pas sur TikTok par exemple et je vais très peu sur Twitch. Si j'aime bien ta bouille, si j'aime bien la manière dont tu parles de ton métier, si j'aime bien tes prises de position, même si je suis pas forcément d'accord avec elles, je vais avoir tendance à vouloir te lire. Et ben des fois ça marche très bien parce que je vais trouver de vraiment jolies pépites. En pépites, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Johann von Haff. Parce que j'avais dû en entendre parler dans une masterclass qui avait été offerte à un moment, plusieurs créatrices de contenu et formatrices autour de Cécile Duquesne, qui avaient fait en fait une promotion croisée en fin d'année, un truc comme ça, il y a peut-être 2 3 ans. Et comme ça, j'ai découvert Johann von Haff et donc j'ai commencé à lire la série Kalahari et ça a tellement matché, mais tellement matché avec elle. Donc ça a marché. Mais la médaille a son revers parce que des fois aussi, il y a une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup. J'ai tenté de la lire, et ben je suis pas sûre que j'ai réussi à aller au-delà de 10% du bouquin parce que pour moi ça manquait de plein de trucs, de description, de réalisme. Disons ma suspension consentie d'incrédulité, elle n'était pas très consentie là, et j'étais surtout en train de freiner à mort en me disant bah non mais c'est pas possible et tout ça. Donc beaucoup de résistance, ce qui fait que je me suis dit on va pas aller plus loin, c'est bon. Donc je sais pas si je renouvellerai l'expérience avec elle. J'ai pas spécialement envie de dire qui c'est, ce que je vois pas trop l'intérêt. Mais donc ouais ben là ça a pas marché. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Autre propagande qui fonctionne avec moi, le scénario a l'air original. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple là? Quand je parle de scénario, ça peut être aussi l'univers. Et par exemple, ça peut être le titre, un truc qui va m'appeler. C'est comme ça que j'ai lu par exemple Le Roi Cornu. Je l'ai écouté, Le Roi Cornu et Dévoreur de Stéphane Plateau. Ce sont 2 préquels qui ont dû être écrits après, mais qui se passent avant Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Et les livres audio qui sont sur Audible, ils étaient juste fous. On était sur un monde d'inspiration peut-être finnoise, finlandaise, un truc comme ça. Et j'ai vraiment trouvé ça dingue. En côté scénario original, on a aussi Ravinger Eward. C'est une réécriture de Sherlock Holmes et Watson dans un monde de fantasy. On est sur une espèce de fantasy animalière. Je n'ai pour le moment lu que... là, on est sur le tome 1. Je n'ai pour le moment lu que le préquel, qui est une grande nouvelle, avec un seul des personnages. Autre chose, c'est Obscur livre d'un aventurier du 19e siècle, où tel... J'aime bien trouver, en fait, pas forcément une pépite, mais un livre qui est peu connu, et des livres qui peuvent être d'aventure, par exemple, ou un destin un petit peu exceptionnel. Là, par exemple, ma dernière lecture qui est en cours, c'est Les Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Ça va d'ailleurs aller avec le fait que la vie de cet auteur est juste folle. Parce que cet auteur-là, c'est un jeune garçon qui est le bâtard peut-être d'un duc, proche de Napoléon III, il me semble, et d'une femme qui n'était pas la sienne, et qui a été confié à une famille d'accueil et qui s'est enfui alors qu'il n'avait que 9 ans pour s'inscrire sur un bateau comme mousse pour aller jusqu'en Amérique du Sud, parti de France, jusqu'en Amérique du Sud à 9 ans. Et bref, c'est un gars qui a une vie que je trouve assez exceptionnelle. Enfin, ça fait rêver en fait quand on lit un petit peu sa fiche Wikipédia, ça fait vraiment rêver et je trouve que ça va vraiment ensemble.
Pour le côté aussi obscur livre, je pense qu'il y a un livre qui est trop peu connu et qui est d'une autrice qui a remporté un prix Nobel, mais pas pour ce livre-là. C'est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, qui est juste c'est un guide de routard de la Suède, mais on fait le tour des contes. Donc on s'arrête dans je crois qu'on appelle ça des régions, peut-être des départements, mais enfin c'est vraiment un tour de la Suède, d'un jeune garçon de 14 ans qui fait le tour de la Suède sur le dos d'une oie, parce qu'il a été transformé en tomte, donc un petit lutin, parce que il passe son temps un peu à emmerder son monde, et il a emmerdé notamment un tomte qui, pour se venger, l'a transformé lui aussi en tomte. Donc il a fini tout petit, mais il a acquis le langage des animaux. Et c'est comme ça qu'en fait, il fait tout un tour de la Suède, de son pays. Il va apprendre plein de choses, il va surtout apprendre l'humilité, et il va surtout apprendre aussi qu'il mérite d'être aimé. Et c'est une super belle histoire. Autre chose qui fonctionne avec moi, c'est un genre ou un sous-genre que je n'ai jamais lu. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait sortir de ma zone de confort au niveau de la lecture et découvrir des choses que je ne connais pas ou qui ne m'attiraient pas forcément. Au niveau des genres ou des sous-genres que je n'ai jamais lus, j'ai comme ça essayé plusieurs fois la dark romance. Pour le moment, ça n'a pas matché avec moi parce que c'était pas forcément. Bon, j'ai essayé en fait, comme beaucoup de monde, Captive que je trouve pas. Enfin, vraiment pas bien écrit et ça m'a pas retenu. Et j'ai lu en entier aussi L'ombre d'Adeline de je ne sais plus qui, où c'est un stalker en fait qui finit par la femme qu'il convoite. Et elle tombe amoureuse de lui et il est pas si méchant que ça parce qu'il tue des gens qui font des choses pas très catholiques avec des jeunes enfants. Je suis en train de faire des grosses grimaces. Et bref, bon là j'étais carrément pas convaincue, mais je suis toujours ouverte en fait à découvrir des choses. Et puis si ça passe pas, bah ça passe pas, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans le côté aussi, autre chose qui peut matcher avec moi, c'est la plume de cet auteur est juste folle. Et là par exemple, pour l'avoir déjà lu, je sais que la plume de Christelle Dabos, ça marche très bien avec moi, parce que j'ai lu La Passe Miroir. J'ai lu Madame Bovary de Flaubert et ça match carrément aussi avec moi. Jenny Colgan, c'est tout simple, c'est tout doux et je la trouve très efficace dans ce qu'elle écrit. Ça match très bien avec moi aussi. Alors, on va passer aux arguments marketing de fou. C'est bientôt l'été, donc il va y avoir forcément poche, 2 achetés, 1 offert. Eh bien, quasiment systématiquement, quand il y a ce type de promotion, je vais y succomber. Et je me suis déjà vue acheter 2 livres, spécialement parce que il y avait un livre offert de Jane Austen. C'était 3 textes de ses Juvenilia, qui étaient pas ouf, honnêtement. Et donc j'ai lu le texte de Jane Austen, mais que j'ai mis en boîte à livres ensuite parce que j'avais pas trouvé ça terrible. Et, bref, je crois que je sais plus exactement ce que j'ai lu à côté. J'avais dû prendre des romances. Les choses qui fonctionnent encore sur moi, c'est les soldes chez Gilbert Joseph. Donc Gilbert Joseph, c'était mon. J'espère que ça sera encore un moment. C'était mon dealer de livres de seconde main. Il y a aussi le côté déstockage. Donc déstockage, c'était peut-être aussi plutôt dans les magasins de seconde main. L'AME ferme ses portes. Donc la maison d'édition ferme ses portes. Ça a marché pour moi euh, avec le mouton électrique, où je leur avais acheté une box avec 3 bouquins. Sur les 3 bouquins, il y en a un que j'ai adoré. Il y en a un qui était très bien écrit, de Michel Pagel, sur le Club des 5. Mais je savais que j'allais. En fait, j'étais pas le public cible parce que je pense que ce livre-là s'adressait surtout aux fans du Club des 5. Je suis trop jeune, donc il y avait sûrement plein de choses à côté desquelles je suis passée. Et le troisième, c'était une SF un peu bizarre, et celui-là, du coup, je me suis débarrassée des 2 derniers. Mais l'AME ferme ses portes, ça peut marcher avec moi, mais je l'ai pas fait par exemple pour Magic Mirror. Des livres abandonnés dans un local poubelle.
Ça marche avec moi, j'en ai ramassé et il y en a que j'ai viré, mais j'en ai gardé quelques-uns. Les livres laissés dans une boîte à livres, j'ai la chance d'habiter dans une grande ville, on a beaucoup de boîtes à livres qui sont très bien fournies. Et ce qui fait que ben, j'en récupère, j'en dépose. La fois où j'en ai déposé le plus, je crois que j'en avais déposé une quarantaine dans plusieurs. Parce que bah faut les caser. Des livres en vente en association de seconde main, donc là c'est plutôt les trucs comme Emmaüs, Carter Cash et compagnie, ça marche très bien. Le côté sortir de sa zone de confort. J'ai un préjugé tenace sur ce livre, ce genre, cet auteur, voire les lecteurs qui ont apprécié. Mais là je suis vraiment dans la démarche intellectuelle de me dire, cet auteur-là, je l'aime pas, donc je vais tester. Donc comme ça, j'ai testé Le Marquis de Sade. Bon, clairement non, ça passe pas du tout. Je vais pas renouveler l'expérience. Mais la dark romance, par exemple, j'ai une espèce de fascination-répulsion avec ce sous-genre, ce qui fait que j'ai envie de tester. Donc, je testerai sûrement. Mais après, quand je parle de préjugés tenaces sur un auteur, je pense que les auteurs que j'ai essayés et où ça matchait pas avec moi, je ne renouvelle. Enfin, il y a des auteurs que je ne lirai plus, comme par exemple Colleen Hoover, parce que j'ai détesté cette expérience-là. Sarah J. Maas, je lirai encore. J'ai envie de savoir la fin de Un palais d'épines et de roses, même si c'est pas franchement une histoire qui est très bien écrite, que les personnages sont pas très bien écrits non plus. Enfin, c'est une histoire assez bof, mais elle réussit à y insuffler une espèce d'intensité qui fait que, enfin, c'est une intensité qui arrive tard, ce qui fait que bah, j'avais envie de savoir la suite. Donc, je lirai les deux derniers, mais après, ça sera sans doute fini. Euh, Après, les lecteurs qui ont apprécié, on verra. Mais j'aime bien lire de temps en temps des trucs. Bah, je peux lire autant un auteur du Moyen-Âge ou un auteur de l'Antiquité, etc. J'aime bien en fait découvrir des choses et me prouver aussi que j'ai tort. Le truc qui fonctionne très bien aussi, c'est ce livre est tout doux et j'ai envie de douceur. Donc par exemple, ces temps-ci, j'ai commencé la trilogie, donc pour le moment c'est une trilogie en français, de La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Donc il y a 3 livres pour le moment, le 4e n'a pas encore été traduit. Et c'est tout mignon, je pense qu'elle est beaucoup dans les mêmes schémas, à savoir qu'il y a une espèce de rupture en début de livre et la vie d'une femme en fait est un peu bouleversée, elle doit reprendre sa vie mais qui n'est pas comme avant et elle découvre l'amour au passage, etc. Elle se fait des amis. Et j'aime bien, franchement c'est vraiment super cool. Il y a aussi, ce livre parle de carnage et va probablement m'éviter d'en commettre un. Alors j'ai le souvenir, moi, il y a des lectures qui me faisaient vraiment du bien quand je travaillais et que j'étais très frustrée par rapport à des situations qui étaient compliquées, c'était de lire Le Trône de Fer. Parce que du coup, de voir des descriptions quand même plutôt fournies de gens qui se foutent sur la tronche à coups de hache, il y avait un petit côté cathartique, ma foi. Bref. Et il y a aussi, ce livre a donné naissance à un genre, un sous-genre ou un courant de pensée. Là, je pense que quand le livre il paraît, c'est pas à ce moment-là qu'on va se rendre compte que quelque chose va changer à partir de ça. Ça va être après. Parce que comme ça, il y a les Hunger Games, je pense qu'ils ont vraiment renouvelé le genre de la dystopie, qu'il y a eu beaucoup d'avatars d'Hunger Games derrière. Je pense au Orwell, parce que je le vois là. Je pense à Philippe K. Dick aussi, parce que je le vois aussi. Je pense à Frankenstein de Mary Shelley, à Dracula de Bram Stoker. Donc des choses qui ont peut-être pas forcément super fonctionné quand c'est sorti, mais qui ont une influence longtemps après sur les auteurs et sur les lecteurs. Donc je trouve ça assez intéressant. Niveau courant de pensée, j'ai pas trop d'idées comme ça, mais là on est plus dans le côté influence tardive. Alors là, merci de ne pas me juger parce qu'on va passer sur la propagande qui ne marche pas avec moi. Par exemple, on a les livres Jaspé. Honnêtement,
je pense que les 3 quarts du temps, je les trouve moches. J'aime pas du tout. Je suis pas très girly, même si j'ai des petits motifs qui brillent sur mon t-shirt là, j'aime pas les trucs qui brillent, j'aime pas les trucs qui sont trop fournis comme image. J'aime bien en fait des couvertures qui vont un petit peu se démarquer. Les couvertures shiny que je ne différencie pas entre elles. On a par exemple au niveau de la romance, on a beaucoup de romances avec des fleurs. Donc c'est comme ça aussi qu'on repère que c'est de la romance. Mais des fois il suffit que ce soit un peu sombre, c'est de la dark, ou c'est un truc un peu toxique, etc. Et c'est vrai que je suis pas très fan non plus parce que je les différencie pas, ce qui veut dire que je ne reconnais pas les livres. C'est ballot. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas la consommatrice euh, euh, ordinaire de livres. Le smut pour le smut. Donc le smut, c'est un terme qui va parler des scènes de sexe explicite qui sont décrites dans le roman. C'est un terme qui est vraiment pas très cool parce que ça donne une notion de saleté aux scènes intimes. Et disons que des fois, quand on voit sur des réseaux sociaux des citations où on sent que les personnages sont chauds comme des baraques à frites, etc., ça m'attire pas du tout. Parce que moi, si j'ai pas le contexte, si j'ai pas l'évolution des personnages, ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils ont vécu, rien. Ça me provoque rien du tout. C'est même plutôt répulsif. Les tropes comme argument de vente. Ça, par exemple, on a des choses qui fonctionnent beaucoup, notamment en romantaisie. J'en ai pas lu beaucoup des romantaisies, par exemple. Ça, faudrait que j'en lise plus. On parle d'enemies to lovers. Donc, des ennemis. Ça va pas être forcément des gens qui convoitent la même chose, qui sont rivaux, par exemple. Pour moi, des ennemis, c'est quasiment des personnes qui appartiennent à des peuples qui sont en guerre l'un contre l'autre. C'est quelque chose d'assez insurmontable. Et plus en fait la difficulté de ce couple, de ces 2 ou plus personnages de se rapprocher est grande, plus l'auteur doit vraiment se dépatouiller pour rendre tout ça crédible et pour accrocher le lecteur qui croit un minimum. Ce qui fait que moi les tropes, en général, ça me passe un petit peu au-dessus, si vous voulez. Même si, moi, dans les contenus que je fais sur des auteurs, sur des romans, je vais employer les tropes parce que c'est un très bon moyen de dire qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin, en fait. Il y a... mais souvent, ouais, ça va aborder des choses qui deviennent assez clichés. Clichés parce que c'est beaucoup employé dans la littérature et ce qui fait que ça peut donner un a priori que, oh, encore un ennemi sous le verse, quoi. Ah oui, alors un truc que j'aime pas, c'est les dialogues qui font des kilomètres. Et ça, je pense qu'on le trouve beaucoup dans des romances, dans des romantaisies, dans des ouvrages qui vont être plutôt pour adolescents ou young adultes, où on a des espèces de joutes verbales entre des personnages qui vont... ça fait assez court de récré, en fait. Ça me saoule. En fait, ça me saoule qu'il y ait que des dialogues et qu'il y ait pas de narration, qu'il y ait pas un peu de description quand même, histoire de dire qu'est-ce qui se passe en fait, à part les deux glandus qui s'insultent à mots couverts. Les personnages tous coulés dans le même moule. Donc je pense que Katniss, elle a eu beaucoup d'avatars. Hermione aussi sans doute. Mais ouais, le personnage badass là, le personnage de femme badass. On le sait, celui-là on le connaît. Un truc qui fonctionne pas avec moi aussi, c'est ah oui, il faut trop que tu le lises. Après le premier livre, c'est mieux. Alors je peux vous dire que par exemple, après le premier livre d'un palais d'épines et de roses, oui, c'est mieux. Mais si on a une indulgence de lire des bouquins qui sont très longs à se mettre en place pour lire une série, je pense qu'on pourrait aussi appliquer ça à d'autres auteurs que Sarah J. Maas. Enfin, à d'autres auteurs que des auteurs à grand succès. Donc aussi aux petits auteurs locaux, par exemple. Les livres qu'on voit partout, ça me donne pas envie parce que en fait ça me saoule au bout d'un moment. Le scandale, ça va pas forcément me donner envie non plus. Ça veut. Par contre, je peux lire des livres qui ont fait scandale
c'est un truc qui m'intéresse, mais des livres qui ont fait scandale, par exemple, en leur temps, du genre Le Diable au corps. Le Diable au corps de Raymond Radiguet. C'est une relation déséquilibrée, en fait, entre un adolescent de 15 ans et une femme de 19 ans qui est l'épouse d'un soldat qui est parti à la guerre, parce que guerre 14-18. Et c'est un livre qui a fait scandale en son temps, parce qu'on est quand même joliment sur un détournement de mineurs. Sauf que, quand on lit le bouquin, il est court, hein, si vous voulez tester, la personne qui manipule, c'est pas celle que vous croyez. C'est un livre que j'ai trouvé bien écrit, là, il y a une très belle plume, etc. Mais le personnage principal est quand même relativement odieux, l'adolescent. Et ouais. Mais le scandale, ça peut forcément ne pas me... Enfin, je sais que les contenus sur oui, il y a machin qui dit que cet auteur-là est problématique parce que si, parce que ça, j'en ai rien à carrer. Les livres où il n'y a pas de description, les livres où on ne décrit rien, pourquoi faire? Eh ben, moi, j'ai besoin d'un petit peu de grain à moudre pour savoir de qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, quel univers, dans quel état psychique ou physique sont les personnages, etc. Donc si j'ai que du dialogue, si vous me collez que des scènes de combat et que l'espèce de marasme intérieur des héroïnes qui sont en train d'hésiter entre un chevalier et un garde du corps, si j'ai pas une petite description, voilà. Un truc qui va pas m'attirer aussi, c'était l'énième copie d'un concept de livre qui était sympa, mais il y en a eu plein. Donc, ouais, bah c'est, on va dire, mais je vais reparler des Hunger Games, mais en fait, je les ai pas lus. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de dystopies qui étaient inspirées des Hunger Games après. Donc, je sais que les Hunger Games, je les lirai un jour, pas forcément les petites copies. Ah oui, alors là, je suis d'une grosse mauvaise foi. Les tomes, les numéros de tomes, vous savez, 1, 2, 3, 4, etc. Et les 9.4, 9.5, 9.75. On lit des livres ou on fait des maths? Bon, c'est juste pour dire que des fois, en fait, je pense que dans des grandes séries, un moment, faut dire adieu à ces personnages, faut arrêter de les écrire. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, bon, là, vous n'allez être pas content. Ce livre est meilleur parce qu'il a été écrit par une personne concernée. Mais c'est un roman. Là, le truc qui m'agace en fait dans ce genre de discours, c'est que ça présuppose que la personne qui n'est pas concernée va être moins légitime pour écrire un roman sur, allez, au pif, un personnage qui relève des troubles du spectre autistique. Mais le boulot de l'auteur, c'est de faire des recherches. S'il l'en fait pas, c'est un pignouf. Mais parce que même, je pense, si on écrivait sur un truc qui nous concerne, moi, si par exemple j'écrivais sur l'obésité, je vais pas parler de mon expérience, pourquoi faire? Donc, je vais sans doute un petit peu lire des articles ou des choses comme ça sur l'obésité, la façon dont les personnes qui sont obèses le vivent au quotidien, etc., les discriminations qu'ils vivent, parce que mais, aucun obèse ne vit de la même manière son obésité que le voisin d'à côté. Vous voyez? Je sais pas si un auteur concerné est plus légitime qu'un auteur qui ne l'est pas pour écrire sur une situation de handicap, par exemple. Je sais pas. Ça, pour moi, ça lui apporte pas des points en termes de légitimité. Mais c'est parce que j'ai une espèce de politique de neutralité, en fait, si vous voulez. Bon, je sais que ça va carrément pas passer, mais je me justifierai pas trop là-dessus, mais bref. Et oui, je me disais surtout que ça, c'était un roman. C'est qu'on ne parle pas de machin chouette qui a un trouble du spectre autistique, qui livre un témoignage de ce qu'il vit au quotidien. Là, on est sur un roman. Donc un roman, c'est créer des personnages. Les relations romantico-toxiques. Cette relation est si romantique. Oh non, elle est tellement toxique. Les hauts durs, le vent, bonjour. L'ombre d'Adeline, bonjour. Où est-ce qu'il y avait des relations toxiques encore? 50 nuances de Grey. Les vampires qui brillent, là. Comment ils s'appellent déjà?
Édouard et Bella, les Quelaine, je sais plus. Donc ça m'attire pas spécialement, du tout. De romantiser des relations qui sont extrêmement toxiques. Mais carrément pas, parce que Léo Durlevin, si vous lisez bien, oui, il s'aime très fort, mais il s'aime très mal surtout. Donc voilà. Ce livre est militant parce que tout est politique. Bah oui, mais moi j'aime pas ça. Je suis assez mal à l'aise avec le fait que... Enfin, mal à l'aise. Peut-être pas à ce point-là, mais je suis assez partagée avec le fait que les livres doivent ou non porter un message. Pour moi, un livre, il peut être un simple divertissement et porter peut-être juste le message que si tu t'accroches un petit peu, ça va aller mieux après. Ça, c'est un message. Mais aller porter des revendications politiques dans un bouquin, dans un roman, ça peut m'agacer un petit peu. Parce que j'ai déjà lu en fait des livres qui se disaient porteurs d'un certain militantisme et qui en fait décrivaient des discriminations sans pour autant dénoncer quoi que ce soit, même si c'était ce que l'auteur disait, affirmait, mais bah, à la lecture, pas du tout, et je suis surtout ravie que j'ai pas été la seule à le penser. Mais bref, le tout est politique, on peut aussi avoir envie de bouquiner un petit truc sympa pour s'évader de BFM et compagnie. Donc... Mais par contre, j'ai déjà lu aussi des bouquins qui portaient des valeurs militantes, qui... Et là, c'était amené d'une manière subtile, parce que la subtilité, c'est important en littérature. Et là, ça matchait avec moi, et parce que ça marchait aussi avec mes valeurs. Sachant que l'autre livre, donc, que je n'ai pas mentionné non plus, c'était des valeurs que je partageais aussi, mais bah, ça passait pas du tout avec le bouquin. Mais bref. Ce livre a été élu livre préféré du magazine Machin ou a gagné le prix Truc. Ça m'attire pas forcément en fait. J'ai déjà pensé, pourquoi pas, à lire par exemple des Goncourt ou des prix Nobel ou des interalliés ou des choses comme ça. Et en fait, ça me saoule un peu. Donc il est fort probable que ça va être surtout de la lecture accidentelle. Accidentelle dans le style, c'est pas que je refuse de les lire, c'est surtout que je vois pas l'intérêt de lire que des Goncourt, par exemple. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi ça m'intéresse pas spécialement. Mais je peux lire un Goncourt à l'occasion parce que je veux pas savoir que le livre a gagné un prix. Et deux dernières choses qui ne fonctionnent pas avec moi, c'est ce livre se vend beaucoup, c'est un best-seller, c'est un Guillaume Musso. Donc il y a le côté le livre se vend beaucoup. Pour moi, c'est pas un argument de vente. Donc oui, c'est vendu beaucoup. Est-ce qu'il est lu? Est-ce qu'il a des bonnes critiques? Est-ce que ça va me plaire ou pas? Est-ce que c'est le truc que j'ai envie de lire à l'instant T? Ça peut être le truc que j'ai envie d'acheter à l'instant T, mais que je vais pas avoir envie de lire au même instant. Je fais beaucoup d'achats pulsionnels, moi. Mais donc, ouais, en général, le côté best-seller, ça me passe un peu au-dessus. Le côté aussi, quand je parlais d'auteurs connus, je parlais pas forcément d'auteurs connus comme Guillaume Musso ou, je sais pas, Jenny Colgan au pif. Je pensais par exemple à une célébrité qui écrit un livre. Bah là, ça va dépendre de qui. Parce que je sais que j'ai déjà lu des Mike Horn, par exemple, que j'aime beaucoup, mais c'est pas des romans. On est sur plutôt du récit d'aventure, du témoignage, etc., avec une coloration écolo. Mais ça... L'auteur connu, bah déjà en général je les connais pas, parce que je regarde pas la télé. Et je suis pas sur TikTok et compagnie, donc il y a beaucoup de choses qui me passent un petit peu au-dessus. Mais ouais, l'auteur connu, ça va pas me... C'est pas un argument de vente pour moi. Et donc voilà, on a fait le tour des propagandes qui fonctionnent avec moi et celles qui ne fonctionnent pas avec moi. Il y en a sûrement plein que j'ai oubliées. Il y en a qui étaient plus vraies il y a 6 mois et qui le sont moins aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de ce qui fonctionne avec vous et ce qui ne fonctionne pas avec vous. Si vous avez des auteurs que vous êtes prêts à suivre jusqu'au bout de la nuit ou d'autres que vous ne voulez plus lire.
Qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous aimez les bouquins Jaspé qui font le café? Dites-moi tout. Sinon, un samedi, normalement, pour Lokis de... J'ai oublié son nom, de Prosper Mérimée, donc ça sera la deuxième nouvelle sur une série de 4. Et dimanche pour le début de la deuxième partie des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Donc il va rester un petit mois, je pense, de mémoire. À tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!